La problématique de l'électricité pour tous, parlons-en ce dimanche. Intéressons-nous surtout à ce projet et surtout à ce fonds de l'électricité adopté en Conseil des ministres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Un peu plus de visibilité dans le projet électricité pour tous. Le gouvernement vient de créer un fonds, c'était mercredi dernier au Conseil des ministres, afin de mieux comprendre ces dispositions qui vont permettre à l'ensemble des populations de disposer de l'électricité à l'horizon 2020. Nous avons invité ce dimanche dans les salons de Radio Côte d'Ivoire 2 membres du gouvernement et non des moindres. Monsieur Sidi Tchiboko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur Thierry Panot, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Avec vous, quelques scènes d'intérêt, quelques temps forts. Nous parlerons dans un premier temps de ce programme d'électricité pour tous, comment le comprendre, quel est son sens, pourquoi maintenant. On parlera également de ce fonds d'électricité pour tous, on va le présenter, à quoi va-t-il servir, comment est-il alimenté, et puis nous parlerons enfin des énergies renouvelables. Entrée de jeu, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, c'est vous qui avez donné l'information mercredi dernier à l'issue du Conseil des ministres. Pouvez-vous nous faire un rappel? Permettez que je puisse remercier le ministre Thierry Panot qui a accepté de se saisir à cet exercice d'éclairage de nos concitoyens, mais surtout cet éclairage qui nous permettra véritablement de lancer les bases de cette communication gouvernementale qui présente le social tel que vu par le gouvernement, mais surtout tel que instruit par le président de la République. Vous vous souviendrez que à la dernière cérémonie de célébration du 58e anniversaire de notre pays, instruction avait été donnée que le gouvernement se retrouve autour de la matière sociale. C'est ainsi que beaucoup d'initiatives devaient être approfondies. Vous vous souviendrez qu'il y a eu la CMU, il y a eu les logements sociaux, il y a eu le SMIC, l'agence emploi jeune pour l'emploi, mais il faut aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes heureux de parler du programme d'électricité pour tous. Donc, véritablement, nous sommes au cœur de l'initiative telle que instruite par le président de la République, opérationnalisée par le gouvernement via le leadership du Premier ministre Mme Koulbaï. Alors, vous êtes depuis dans cette émission, souffrez que de temps en temps nous vous sollicitons, mais il est bien entendu que c'est monsieur le ministre Thierry Panot qui aura beaucoup à dire ce dimanche. Comment peut-on rappeler l'histoire, monsieur le ministre Thierry Panot? Merci. D'abord, je tiens encore une fois à renouveler mes remerciements au CICG pour nous avoir permis aussi au secteur de l'électricité d'avoir un temps d'antenne avec vous, nos amis journalistes, mais également tous les téléspectateurs, et de pouvoir porter un petit peu la lumière sur certaines activités du ministère de l'énergie, et en particulier sur toutes les actions sociales qui sont prises et faites par ce département en conformité avec les instructions du président de la République. Je voudrais remercier ici le ministre de l'Information de nous avoir donné ce temps d'antenne. Vous savez, le président de la République a très tôt vu que l'électricité est un facteur extrêmement important d'amélioration de qualité de vie de tous. La lumière est une source de vie. Et c'est dans ce contexte que le président nous a demandé de travailler afin de rendre beaucoup plus large la diffusion et donc l'accès à l'électricité de nos populations à un coût compétitif. Donc quand on regarde un petit peu les actions sociales du département de l'énergie, on peut parler de ces actions sociales au niveau du programme d'électrification pour tous, dont nous allons parler, mais il ne faut pas non plus oublier la mise en place d'un tarif social, qui est également une action extrêmement importante, ce qui est fait dans le domaine de l'électrification rurale, et on parlera un petit peu aussi de la mise en place des kits solaires, qui est une action également que nous avons lancée pour une plus grande diffusion, un plus grand accès à l'électricité. Alors, parlons plus spécifiquement du programme d'électrification pour tous. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un programme qui vise à donner de plus en plus
à nos concitoyens l'accès à l'électricité. On a constaté que l'un des facteurs bloquants de l'accès à l'électricité, c'était le coût initial de raccordement qui se situe aux alentours de 150 000 francs CFA. Aussi, afin d'éliminer cette barrière initiale, le gouvernement a réfléchi à la mise en place d'un fonds qui permettrait, sur une période de 10 ans, de payer ces frais de raccordement au réseau et donc de permettre plus facilement à la population et nos populations qui ont plus de besoins, à permettre à ces populations d'avoir accès à l'électricité, donc au travers des frais de raccordement qui sont payés sur une période de 10 ans. Alors pour aller avec cela, on a décidé de mettre en place donc un fonds dont l'activité principale va être de préfinancer le raccordement des populations au secteur de l'électricité. Pourquoi un fonds? Parce que, pour deux aspects. Le premier, parce que c'est un fonds qui va nous permettre une meilleure transparence de l'utilisation des ressources qui sont affectées à ce programme-là. Et c'est également quelque chose qui va nous permettre d'avoir une meilleure gouvernance de ce fonds. Alors dans la transparence, pourquoi? Eh bien parce que on va pouvoir recevoir des fonds, à la fois de l'État de Côte d'Ivoire, du secteur, mais également de nos partenaires au développement qui font se passer. Ces fonds peuvent être sous forme de prêts à long terme, de prêts à des tarifs concessionnels de préférence, mais également des subventions. Nous avons déjà reçu des intentions de subventions parce que l'aspect social de ce fonds attire beaucoup de partenaires au développement. Et donc, en mettant ces fonds dans un véhicule, on va en assurer la transparence et permettre également de s'assurer que l'on ne va pas dépenser plus que ce que l'on a à disposition de ce programme. Puisque, comme vous le savez, la demande en matière d'accès à l'électricité est forte. Et donc, il faut pouvoir avoir les moyens sans pour autant mettre en péril l'équilibre financier du secteur. Donc, avec la mise en place de ce fonds, nous allons mettre des ressources dans un véhicule donné, et seules ces ressources pourront être utilisées pour le programme d'électrification pour tous. Ensuite, ça va permettre également à nos partenaires au développement d'avoir, au travers de la gouvernance de ce fonds, accès à la façon dont il a été géré, le nombre de personnes qu'il a permis qui l'utilisent, qui en bénéficient, et également tout le remboursement et donc la gestion globale de ce fonds. En termes de gouvernance aussi, ça va nous permettre de travailler à mettre en place des critères pour l'accès au PEPT. Parce que vous savez, tout le monde, beaucoup de personnes voudraient avoir accès à ce programme d'électrification pour tous, mais il faut en mettre, étant donné que les ressources sont limitées, il faut mettre des critères qui bénéficient aux populations les plus défavorisées. Et donc, l'objectif, ça va être de mettre en place des critères au travers de ce fonds qui vont nous permettre de s'assurer que ces ressources vont en première priorité aux populations les plus défavorisées. Ensuite, il va permettre également de travailler avec à la fois les maires, mais également les conseillers régionaux, parce que seule une politique et une discussion avec ceux-ci va permettre, avec ces ressources limitées, d'allouer ces ressources dans les différents villages, zones de la Côte d'Ivoire, de telle manière à ce qu'il y ait une couverture nationale des ressources qui sont établies. Donc vous voyez, c'est à la fois un fonds qui permet une meilleure gouvernance, une plus grande transparence, et également de permettre à la Côte d'Ivoire de lever des ressources qui vont, avec nos partenaires au développement, qui vont faire avoir un effet levier, et donc nous permettre de donner beaucoup plus de ressources à nos populations. Alors, vous le dites si bien, ce fonds a une histoire, vous venez de le rappeler, mais ce fonds existe, ce programme a été lancé il y a 4 ans. Et est-ce qu'il y a eu blocage pour que c'est maintenant seulement qu'on voit quelques éclaircies? Le programme d'électrification pour tous a été lancé depuis plusieurs années. Donc je peux vous dire qu'à fin 2017, il y avait 360 000 abonnés bénéficiaires du programme d'électrification pour tous, et on estime
qu'à fin 2018, on devrait connecter cette année 184 000 personnes en plus. On a commencé ce fonds, on a fait cette initiative avant de mettre en place le fonds en utilisant justement des ressources propres au secteur pour pouvoir accélérer l'accès à cela. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y avait besoin d'une bonne gouvernance et vraiment de mettre à côté les ressources qui sont nécessaires à ce programme pour justement éviter et s'assurer qu'il n'y avait pas une dérive qui aurait pu affecter l'équilibre financier du secteur. Donc encore une fois, je reviens sur l'idée maintenant, c'est on a lancé ce programme, on sait qu'il marche et qu'il fonctionne, il a touché 360 000 personnes. Justement parce qu'il atteint cette taille, il est vraiment nécessaire maintenant de mettre en place un véhicule dont les règles de transparence et de gouvernance vont permettre de pérenniser ce système et d'avoir de plus en plus de nos partenaires qui viennent contribuer justement à l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Espérons que ce véhicule soit un véhicule vraiment neuf, que ça puisse conduire à bon port tout ce qu'il faut. Adama Bakayoko pour la suite. Oui, monsieur le ministre, de manière plus concrète, pour savoir un peu le caractère social de ce programme et de ce fonds, qu'est-ce que les populations vont payer, qu'est-ce qu'elles devraient payer normalement? D'accord, donc en général, lorsque vous vous connectez au réseau, vous devez payer après les frais de raccordement qui tournent aux alentours de 150 000 francs CFA. Avec ce programme, vous allez être connecté et vous allez payer 1 000 francs par mois pour le remboursement de ces frais sur une période longue de 10 ans. Donc encore une fois, ça évite que tout au départ, pour l'accès à l'électricité, nos concitoyens les plus démunis soient soumis à un apport immédiat trop important par rapport à leurs ressources. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de ce fonds. Et donc ce remboursement qui est fait tous les mois par les bénéficiaires va permettre de prêter à de nouvelles personnes. Et donc c'est ce qui va assurer à terme la pérennité du fonds. Mais je pense qu'il est important, au-delà, si je peux me permettre, du fonds et au niveau du caractère social aussi, de souligner que en plus de ce programme d'électrification pour tous, donc qui bénéficie très souvent donc aux populations les plus pauvres, celle-ci bénéficie également du tarif social. Okay. Le tarif social est un tarif qui représente à peu près 52% du prix normal payé par les concitoyens. Donc quand vous êtes au tarif, vous êtes connecté au tarif social, vous payez 52% de ce que les autres personnes, les autres clients payent en moyenne. Ça, c'est un programme extrêmement important qui tient énormément à cœur au président de la République et pour lequel qui est important de noter parce que en plus de ce PEPT, la majorité de ces populations vont également bénéficier de ce tarif social. Donc ça, c'est un élément important de la politique sociale du gouvernement tel que préconisé et soutenu par le président de la République et le Premier ministre dans les attributions et les indications qu'il nous a données. À cela viennent s'ajouter maintenant de plus en plus, et encore une fois, selon la politique du gouvernement, un programme d'électrification rurale pour permettre encore une fois à nos populations en zone rurale d'avoir également accès à l'électricité. Vous savez, c'est un secteur où il est très difficile où l'équilibre financier doit être soutenu entre la croissance du secteur et la capacité de connecter de plus en plus de personnes au réseau, sachant que plus vous êtes en zone rurale lointaine, plus il coûte cher de vous connecter au réseau. Et donc, l'idée, c'est de continuer à travailler et à œuvrer sur une bonne gouvernance du secteur pour le ramener à un équilibre, cet équilibre lui-même permettant de générer les ressources pour accroître l'extension du réseau et l'accès donc aux populations. Mais le président très tôt a demandé d'aller encore plus vite. Donc voyant que la capacité financière même du secteur pour l'extension de ce réseau est limitée, on a décidé d'accélérer l'accès aux populations à l'électricité en permettant la mise en place dans notre pays de kits solaires. Donc les kits solaires, ce sont des kits individuels qui vous donnent accès à la fois à la lumière, qui vous donnent accès également à l'information, parce que vous pouvez avoir aussi une télévision,
et qui vous donne accès également à la communication, et là je sais que ça fait plaisir à mon collègue ici, puisqu'il vous permet d'avoir accès donc à la téléphonie mobile, puisque le paiement se fait à travers des instruments financiers sur la base du réseau mobile, mais également donc d'avoir accès à tout ce qui est téléphonie mobile. On va revenir sur ces kits-là justement, si vous permettez. À entendre ce que vous avez dit tantôt, c'est dit que le programme d'électricité pour tous est différent de l'électricité rurale. C'est pas la même chose. Non, ce sont deux programmes différents. Vous pouvez bénéficier d'un programme d'électrification pour tous tout en étant en zone urbaine. Okay, et il est très important de noter que justement ce programme a permis de réduire la fraude. En permettant à plus de gens de se connecter, on a également éliminé le risque que ces personnes se connectent frauduleusement au réseau. Donc c'est une situation aussi qui est importante en zone urbaine. Mais encore une fois, la gouvernance qui va venir au travers de ce fonds maintenant va pouvoir donner une meilleure allocation zone urbaine, zone rurale, okay, de l'accès au programme d'électrification pour tous, pour permettre aussi une allocation géographique en dehors des grandes villes, pour que les bénéficiaires de ce programme se trouvent à l'échelle nationale. Alors, concernant justement le programme d'électrification rurale, le président de la République l'a promis, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés avant 2020. Où en est-on? Alors, à 2 ans de cette il s'agit des localités de plus de 500 habitants qui seront électrifiées. Aujourd'hui, nous sommes, à fin 2017, nous étions à 4600 localités. Sur 8000, je pense qu'à la fin de cette année 2018, nous allons dépasser les 5000 et nous devrions être à fin 2020 dans les délais qui nous étaient impartis par le président de la République. Ouais. Donc la progression est bonne, on peut le dire. Oui, la progression est bonne. Il faut reconnaître qu'elle n'est pas toujours facile parce qu'elle dépend quand même énormément des ressources qui sont également allouées au secteur au niveau budgétaire. Et encore une fois, l'électrification rurale coûte cher. Il s'agit là d'électrifier, de connecter au réseau des zones qui ne sont pas à forte densité. Mais nous utilisons également les ressources de nos partenaires au développement qui sont venus travailler avec nous sur ce programme, dont je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour les remercier pour la contribution qu'ils donnent à ces programmes, que ce soit au programme PEPT ou le programme d'électrification rurale, appelé également PRONER. Et donc, on va, dès l'instant où on a de plus en plus de ressources, continuer à accélérer ce programme pour ensuite l'étendre aussi au campement. Alors, on sait que ces chantiers innovateurs nécessitent forcément beaucoup de moyens. Ça coûte combien exactement? Et quel est le pourcentage que nous apportent ces partenaires, justement, la Banque mondiale, la BAD, etc. Alors, ça coûte combien? Ça coûte ce que ça pourrait coûter dès l'instant où vous avez un chiffre en face que vous mettez. C'est-à-dire, pour résumer, le facteur limitant aujourd'hui, par exemple pour le programme d'électrification pour tous, c'est clairement les ressources disponibles sur ce fonds. Okay? Puisque une fois que je les dépense pour l'installation, il me faut 10 ans pour les recouvrer. Donc ce n'est qu'après 10 ans que j'ai recouvré les sommes que j'ai prêtées initialement. Donc plus j'ai de ressources pour alimenter ce fonds, plus je peux en faire bénéficier les uns et les autres. Également, il faudra s'assurer que les gens qui bénéficient de ce programme payent régulièrement leurs factures. Parce que c'est le paiement de ces factures qui va permettre le financement également des autres. Donc, le coût n'est pas le plus important, puisque le coût, en fait, c'est un étalement d'un paiement. Mais c'est plus la capacité de mobiliser des ressources, et donc d'avoir de plus en plus de nos partenaires, et j'espère aussi du budget de l'État contribuer à ce fonds, qui va accroître et qui va permettre l'accélération de l'accès aux populations. Et c'est pour ça que je vous ai dit, et je répète, que l'intérêt de la gouvernance de ce fonds, c'est de pouvoir attirer plus d'investisseurs et plus de partenaires pour nous permettre, encore une fois, d'accélérer le développement de cette initiative et donc l'accès aux populations.
Moi, le ministre s'est dit qu'il nous retrouve justement avec toutes ces dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est le salon de Radio Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quelle est la suite pour la promotion de ces projets? Écoutez, nous avons le plaisir d'avoir Radio Côte d'Ivoire sur cette tranche aujourd'hui. Il y a AIP qui est avec nous, il y a Fraternité Matin qui passera les informations, là, il y a la RTI qui en a fait une lucarne. De plus en plus, nous porterons haut les informations relativement au programme social du gouvernement. Ceci est très important parce que vous n'imaginez pas le nombre d'initiatives prises au niveau du gouvernement pour pouvoir adresser tous les problèmes des populations. Ces initiatives sont en pléthore, donc il nous faut véritablement les faire connaître. Aujourd'hui, on parle d'un programme qui a été lancé certes il y a 4 ans, qui a fait déjà des bénéficiaires et sur lesquels nous sommes en train d'accentuer l'information. Il y a d'autres programmes qui par ailleurs préexistent. Nous allons continuer à leur remettre en lumière pour que la population sache que l'État est à la tâche, l'État travaille pour elle. Monsieur le ministre Tano, on va insister encore sur le fonds d'électricité pour tous. On a annoncé il y a une semaine. Ça démarre véritablement. Le fonds est-il en place déjà? Tout c'est maintenant qu'il va être mis en place. Alors je le répète, l'activité, c'est-à-dire le programme d'électrification pour tous, existe aujourd'hui et comme je l'ai dit, nous avons raccordé déjà des centaines de milliers de foyers. La mise en place de ce fonds, maintenant les textes viennent d'être passés, donc viennent d'être pris, et donc nous travaillons maintenant à sa mise en place effective, afin de remettre donc dans toutes les ressources qui ont été déjà utilisées au sein de ce fonds. Mais également, c'était une des conditions que certains de nos partenaires attendaient pour venir y mettre des ressources, pour contribuer également à travers ces ressources à l'augmentation du nombre de bénéficiaires du PEPT. Donc, il est en cours d'être mis en place, c'est une question de quelques semaines pour finaliser cela, mais l'activité de connexion selon les règles du PEPT continue. Dans les semaines à venir, nous avons demandé, il y a un comité technique, c'est divers comités au niveau de ce fonds pour sa gestion. Nous allons mettre en place et nommer les personnes qui vont participer donc à la gestion de ce fonds. Et une fois que ça se sera fait, le fonds va officiellement gérer les ressources et nous allons activer, donc accélérer nos démarches vis-à-vis de nos partenaires pour que ce fonds reçoive les ressources, de nouvelles ressources. Alors, juste une question qui va intéresser certainement les populations. C'est vrai, on a plus de 300 000 qui en bénéficient déjà. Alors, comment fait-on pour bénéficier de l'électricité pour tous? Bien, comme vous savez, nous avons, avec le concessionnaire de la CIE, ces éléments, et donc vont venir de plus en plus des critères bien définis. Et pour cela, je vous demande de patienter encore un tout petit peu. Mais nous aurons, encore une fois, toutes les informations seront mises à disposition des personnes, sachant que tout le monde ne pourra pas en bénéficier, parce qu'il faut justement une répartition nationale du bénéfice à ces populations. D'où, encore une fois, l'intérêt de ce fonds. Comme je l'ai dit, au niveau de la gouvernance, nous allons mettre en place des règles et il sera beaucoup plus facile d'attribuer les ressources de ce fonds. Je pense, et je l'ai dit lors du dernier conseil justement, je dis qu'il va être très important, et c'est au sujet de l'actualité, de travailler notamment avec les nouveaux maires et les nouveaux présidents de conseils de région pour qu'eux aussi nous donnent leurs priorités par rapport à de tels programmes, que ce soit le PEPT ou le PRONER, de telle manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de rigueur dans la mise en place de l'électrification rurale et en parallèle du programme d'électrification pour tous. Juste préciser que c'est 400 000 bénéficiaires qu'on a jusqu'à présent. J'avais dit 300 000 tout à l'heure. C'est 360 000 à fin 2017. Et en ce moment, je pense qu'à la fin de cette année, on sera pas proche de 500 000. Ok, d'accord. Alors, ce programme, justement, arrive aussi, mes souvenirs sont déjà un an après l'ouverture du barrage de Soubré. Est-ce que c'est fait à dessein? Non, le barrage de Soubré,
qui est un magnifique barrage. Si vous ne l'avez pas visité, je vous encourage à le faire. C'est vraiment un très bel outil de production énergétique. Le barrage de Soubré vient et fait partie donc de la politique du gouvernement et donc au niveau du secteur de l'électricité, de permettre d'avoir la Côte d'Ivoire comme un hub énergétique et donc d'augmenter sa capacité de production, notamment aussi en changeant un peu son mix énergétique, donc en donnant beaucoup plus de ressources de production aux énergies renouvelables. Donc ce barrage de Soubré s'inclut dans la stratégie de développement du secteur de l'électricité qui vise à mettre un peu plus l'accent sur les énergies renouvelables et donc le secteur hydraulique. Comme vous le savez, Soubré est une des étapes de la mise en place d'électricité à partir de l'hydraulique. Nous avons en aval de Soubré d'autres barrages qui vont arriver, celui qui est déjà en cours de construction, qui est le barrage donc, de Gribo-Popoli. Vous avez ensuite, donc, qui va faire à peu près 112 MW. Nous aurons ensuite celui de Boutoubré, qui va faire à peu près 120 MW, et Louga 1 et Louga 2, tout ça en aval de Soubré. Louga 1 et Louga 2, le total des deux va être à peu près de 240 MW, ce qui va nous faire en gros, entre Soubré et les barrages en aval, aux alentours, je dirais, de un peu plus de 800, pas loin de 800 MW. Donc, ça, c'est une partie de notre stratégie de la mise en place des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la Côte d'Ivoire. Et si vous me permettez, avant que vous me posiez la question, ça me donne l'opportunité que je saisir la balle au bon pour parler un petit peu de ce programme d'énergie renouvelable qui a été vraiment instauré par le président de la République officiellement en donnant le nom à ce ministère, du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables. Alors pour la Côte d'Ivoire, les énergies renouvelables tournent autour de la production d'énergie hydraulique, de la production d'énergie à partir de la biomasse et également de la production d'énergie à partir de l'énergie solaire. Compte tenu un petit peu du relief de la Côte d'Ivoire, nous avons très peu de potentiel à ce jour, vu le développement de la technologie, pour tout ce qui est énergie éolienne. Alors quand vous regardez un petit peu la Côte d'Ivoire, vous pouvez la diviser en trois zones. La zone du nord, fortement ensoleillée, qui représente pour nous le plus fort potentiel au niveau des énergies renouvelables en termes d'énergie solaire. Et donc quand vous regardez, c'est là que vont se concentrer les centrales d'énergie solaire, dont 3 sont à un stade bien avancé, c'est-à-dire 2 au niveau de Korogo, pour une capacité à peu près de 75 MW, et une à Ferké pour à peu près 25 MW. Donc à ces 3 là, vous avez à peu près 100 MW. Et nous sommes en train de considérer la mise en place également de 2 autres centrales dans le nord, je pense sans trop de risques me prononcer en disant qu'on va en mettre à Odiéné, dans la région d'Odiéné. Et je pense qu'il va être important d'en mettre une aussi dans la région de Bouna. Nous avons pris le pari de ne pas construire de grandes centrales solaires comme d'autres pays. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous regardez l'évolution technologique aujourd'hui, le coût de l'énergie solaire baisse pratiquement, je ne dirais pas de jour en jour, mais de moins en moins. Donc construire une grande centrale solaire aujourd'hui, c'est se priver des futures économies et des améliorations techniques qui sont extrêmement importantes dans ce secteur et dans les années à venir. Ensuite, prendre des petites centrales, ça nous donne beaucoup plus de flexibilité quant à la location de ces centrales, et ça va contribuer à les mettre dans des zones qui sont à fort besoin et réduire les coûts de transport et les pertes de transport donc, qui sont liées au transport de cette énergie. Donc on va avoir de plus en plus dans le nord des centrales solaires, des mini-centrales. La Côte d'Ivoire, vous savez, a également un très fort potentiel agricole, c'est la principale ressource. Et nous avons commencé le développement de centrales à biomasse. La première, et donc, qui s'appelle BioVA, est une centrale à partir du traitement des résidus
de la culture du palmier à huile. Donc il y aura une capacité de 44 MW. Et cette centrale biomasse, sachez-le, sera la plus grande centrale à biomasse d'Afrique subsaharienne. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Nous travaillons également avec les autorités américaines et donc l'initiative Power Africa pour développer également la biomasse à partir des résidus de la culture du cacao. Et donc c'est en gros brûler les cabosses de cacao qui ont une capacité calorifique qui leur permettent de générer de l'énergie. Donc nous travaillons là-dessus, ça c'est une étape. Et enfin, nous avons lancé aussi donc un appel d'offres pour une centrale biomasse de cacao, mais nous avons également lancé un appel d'offres pour une centrale de production de biomasse de coton, à partir des résidus du coton. Ça, ce sont des produits agricoles qui sont importants parce que la Côte d'Ivoire est un grand producteur de cacao, est un grand producteur de coton également. Et donc, si on arrive et de palmier à huile, et si on arrive à bien cerner tout ce qui est risque technique de mise en place de ces centrales, il y a un bon potentiel à utiliser pour la Côte d'Ivoire. Et enfin, quand vous regardez vers le sud, on a décidé de faire vers le sud beaucoup plus tout ce qui est production thermique, ce pourquoi nous travaillons. J'ai oublié dans nos centrales hydrauliques de parler également d'une centrale que l'on vient de faire de 44 MW. Et donc qui, elle, est faite entièrement par le secteur privé. Et on est très fiers de savoir que ce sont nos frères ivoiriens qui sont les promoteurs de cette centrale. Et nous attendons avec impatience la mise en production de cette centrale qui va se faire, je pense, aux alentours de 2021. D'avoir donc des Ivoiriens du secteur privé qui fournissent de l'électricité à ce beau pays qu'est le nôtre. Voilà. Doit-on comprendre que cette énergie est déjà libéralisée? Ben, vous savez que le secteur de l'électricité, la Côte d'Ivoire a fait le pari depuis très longtemps d'avoir un secteur privé très présent dans le secteur de l'électricité. Donc aujourd'hui, le secteur privé se trouve dans la production d'électricité. Il se trouve également dans la production du gaz, qui lui est utilisé dans le secteur de l'électricité. Donc l'électricité, le secteur de l'électricité fait énormément appel au secteur privé et nous allons continuer à accentuer le rôle du secteur privé dans la production et la distribution de l'électricité dans les années à venir, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Est-ce que c'est envisageable qu'un habitant, un Ivoirien, se mette à l'énergie solaire à ses propres moyens? Bah, aujourd'hui, rien ne vous empêche en fait d'acquérir des panneaux solaires. D'ailleurs, il y en a qui le font pour, par exemple, chauffer votre eau à la maison, d'acquérir des panneaux solaires pour l'électricité de votre maison. C'est aujourd'hui possible. Donc la technologie le permet et vous pouvez le faire, donc c'est tout à fait possible. Alors qu'est-ce que ça donne? Vous avez cité pas mal de projets tout aussi intéressants. Qu'est-ce que ça donne en termes de mix énergétique, le ratio entre l'énergie fossile et les énergies renouvelables? Alors nous espérons avoir à l'horizon 2025-2030 un mix énergétique qui va nous permettre d'avoir une production des énergies renouvelables aux alentours de 42%. Okay. Et nous sommes sur la bonne voie. Je pense que quand vous regardez l'augmentation du mix énergétique qui va venir avec notamment les projets hydro, je pense qu'il y a énormément de potentiel. Je pense également que dans les années à venir, avec l'évolution technologique dans le secteur des énergies renouvelables et vraiment de l'énergie solaire, vous allez voir que de plus en plus nous allons trouver des solutions innovantes qui vont réduire la nécessité d'avoir ces grands réseaux électriques, mais plutôt des petits mini-réseaux qui vont réduire donc les coûts de transport, améliorer la qualité du service et avoir une réduction justement de ces coûts de production d'électricité, je pense dans les 15-20 prochaines années. Donc, c'est un secteur qui va être, dans lequel on va assister à énormément de changements,
qui bénéficie de beaucoup de technologies communes, c'est-à-dire la technologie des panneaux solaires, mais également les technologies qui sont liées à la téléphonie, puisque la maintenance, dans certains cas, le paiement des factures d'électricité en zone rurale se fait de plus en plus, et se fait exclusivement, dans certains cas, grâce à ces nouvelles technologies de l'information. Donc, l'électricité vous donne l'accès à un téléphone, qui vous donne accès à un compte bancaire, et qui vous donne accès donc à une activité économique. Donc, en plus de l'amélioration de la qualité de vie que procure l'électricité, il y a également l'accès à des activités commerciales à terme qui vont arriver. Je voudrais également souligner l'importance de l'accès à l'électricité dans l'éducation. Vous savez, en zone rurale, pour que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs et nos jeunes frères, je devrais dire, puissent travailler le soir, faire leurs devoirs, travailler dans un environnement où justement ils peuvent étudier comme nous on a pu le faire quand on était jeunes dans le secteur public, l'accès à l'électricité est extrêmement important. Donc c'est un secteur qui est primordial pour le développement économique de ce pays, et donc il est de plus en plus important que nous travaillons afin de donner de plus en plus à nos populations l'accès à une électricité à un coût compétitif. On peut en dire un mot de cette centrale solaire de Korogo. Vous en avez parlé également mercredi dernier au Conseil des ministres. C'est quoi exactement le détail pour nos populations? C'est une centrale donc, qui aura une capacité d'environ 50 MW et qui va être, je pense, la première à être mise sous tension, et qui va simplement permettre de connecter au réseau et d'augmenter la capacité de production de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une capacité de production de 2200 MW. Et cette centrale solaire donc, va venir s'ajouter sur le réseau et donc nous amener à presque 2300 MW. Toute la Côte d'Ivoire va bénéficier de cette première centrale solaire, de la même façon qu'elle va bénéficier de la centrale hydraulique dont je viens de parler, de la même façon qu'elle va bénéficier de Soubré. Nous sommes tous connectés à un réseau national, donc tous les producteurs viennent sur ce réseau et permettent d'augmenter la capacité de production d'électricité, qui permettent donc à la Côte d'Ivoire de distribuer à ses ressortissants, mais également à la sous-région. Je rappelle que la Côte d'Ivoire a vendu et vend de l'électricité dans la plupart des pays de la sous-région, a vendu au Togo, au Bénin, au Ghana, au Burkina et au Mali. Et avec la ligne que nous sommes en train de faire, qui va partir de la Côte d'Ivoire jusqu'en Sierra Leone, en passant par le Libéria et la Guinée, nous allons pouvoir vendre aussi bientôt l'électricité. Nous vendons déjà au Libéria, mais nous allons pouvoir vendre à la Guinée et à la Sierra Leone. Moi, mon inquiétude, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de trop embrasser en même temps? Parce que le gouvernement prend beaucoup de décisions, fait beaucoup d'annonces, et dans le suivi, il y a souvent quelques difficultés. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord avec je ne suis pas d'accord avec ce point. Alors, je vais vous dire en tout cas ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne, est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on fait trop en même temps? Il y a un paradoxe dans votre question. La question de savoir, si je pose la question à ceux qui n'ont pas accès à l'électricité, ils auront une réponse très différente de la vôtre. Ils vont dire qu'on ne fait pas assez. Encore une fois, et je reviens au fond justement du PEPT, qui est en fait au cœur de votre question. Pourquoi on a mis ce fonds? Justement pour ne pas faire trop, pour faire ce que l'on peut faire, okay? C'est-à-dire utiliser des ressources qui ont été identifiées pour permettre une gestion pérenne d'un programme qui est important pour nos populations. C'est également, et donc maintenant, on ne fait pas assez, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye d'utiliser encore plus de ressources pour faire plus. Donc on fait avec ce que l'on a pour le bien-être de nos populations, mais étant donné qu'on sait que les besoins sont plus importants que les ressources dont on dispose aujourd'hui, on essaye d'avoir encore plus de ressources pour y arriver. Ensuite, il faut travailler sur plusieurs fronts, c'est important. Pour que je puisse vous distribuer de l'électricité, il faut que je puisse développer mon réseau. Une fois que ce réseau est développé, il faut que j'ai la capacité de produire pour répondre à la demande. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que pour pouvoir se développer économiquement,
il faut que je donne également de l'électricité à nos concitoyens pour l'amélioration de leur qualité de vie, mais que je donne également l'accès à l'électricité aux industries et aux services. Que se passerait-il à Radio Côte d'Ivoire s'il n'y avait pas d'électricité? Imaginez, non mais très honnêtement, et c'est vous dire l'importance de l'accès à l'électricité. L'accès à l'électricité, c'est également l'accès à l'information. Vous devriez m'encourager à en faire beaucoup plus. Thierry, permettez-moi justement de t'interrompre. L'émergence appelle beaucoup d'investissements. Et l'un des investissements les plus importants, c'est l'investissement dans l'énergie. Donc, vous ne pouvez pas appeler un investisseur, c'est d'ailleurs un critère. Lorsqu'un investisseur veut investir dans un pays, il se rassure de la capacité de ce pays à pouvoir avoir en feedback l'énergie pour pouvoir garantir son développement. Donc, qui dit investisseur, dit emploi, dit etc., richesse, etc. Donc, c'est vraiment des éléments liés. On n'en fait jamais assez. D'autant plus que nous nous sommes donné la perspective de 2020 pour atteindre l'émergence. Donc, il vaut mieux y aller maintenant et franchement. Monsieur le ministre de l'Énergie, l'inquiétude pour les Ivoiriens, c'est combien on va payer? Si on a 42% d'énergie renouvelable, est-ce qu'il y a un impact sur le coût du kilowattheure? C'est une excellente question. C'est une excellente question. L'idée dans le développement de notre mix énergétique, c'est de faire en sorte que l'évolution du secteur se passe en conformité avec sa capacité financière. Aujourd'hui, il est clair qu'il est de plus en plus important et au centre de nos décisions d'investissement et de gestion de travailler dans un environnement où le secteur est à l'équilibre. Et comme je vous dis, un équilibre qui permet également son développement parce que sans être à l'équilibre, sans une bonne rentabilité financière, les investisseurs ne viennent pas. Et vous ne pourrez pas aujourd'hui, regardez partout dans le monde, avoir un secteur de l'électricité qui est purement public. Les ressources publiques ne sont pas suffisantes pour satisfaire à la demande croissante de nos populations. Donc il est important d'avoir un secteur dont les ressources, dont l'équilibre financier est bon, pour pouvoir attirer justement des investisseurs et les faire venir. Comme toute chose, l'électricité a un prix, comme le service a un prix. Et je tiens à dire que, pour vous donner une idée, les tarifs, la facture moyenne mensuelle, selon mes informations, des tarifs sociaux est de 4 000 francs CFA par mois. Avec 4 000 francs CFA par mois au niveau des tarifs sociaux, vous avez accès à l'électricité. Donc, je pense qu'il est quand même important de dire aujourd'hui que l'électricité en Côte d'Ivoire par rapport à la sous-région, et ce secteur-là est l'un des meilleurs de la sous-région. Ça, je n'ai pas honte de le dire, bien au contraire. Et on le voit d'ailleurs par la capacité que ce secteur a aujourd'hui à attirer des investisseurs internationaux. Pour ce fait, donc, que l'on continue à la fois à mettre en place des solutions innovantes qui visent à réduire notre coût de financement, et donc on travaille entre autres sur l'amélioration du rendement du secteur. On a investi beaucoup ces dernières années dans la rénovation, par exemple, du réseau de transport, donc les lignes à haute tension, afin de réduire les pertes de transport, mais on travaille également sur la fraude. Je suis sûr que vous avez pu constater ces derniers mois que nous avons, et je remercie donc notre partenaire, la CIE, pour les actions qui sont entreprises, et l'ensemble du personnel de la CIE et du secteur, d'une façon générale, pour leur contribution à la réduction de la fraude. L'électricité, comme toute autre chose, est un service que l'on doit payer. Et il n'est pas normal que des fraudeurs fassent peser sur le secteur des charges auxquelles le secteur ne devrait pas avoir affaire. Donc moi, je pense qu'il est important de continuer nos actions en vue d'améliorer le rendement, et donc de permettre à ce secteur d'améliorer par l'amélioration de ce rendement sa santé financière et de continuer à faire les investissements qui sont nécessaires. Vous savez, quand vous investissez dans le secteur de l'électricité, au départ, les coûts sont un peu plus élevés. Une fois que vous avez commencé à amortir vos équipements, les coûts se réduisent. Mais quand vous mettez en général de la production en ligne, elle a un coût un petit peu plus élevé. Donc c'est l'ensemble de ce mix qui est travaillé de telle manière à ce que le coût de l'électricité ne devienne pas exorbitant. Sachez que toutes nos équipes
Et là, je tiens encore une fois à remercier l'ensemble du personnel du département du ministère pour leur contribution. Et je parle là du secteur des hydrocarbures comme du secteur de l'électricité, parce que le secteur des hydrocarbures intervient donc dans la tarification du gaz qui est utilisé après dans le secteur de l'électricité. Donc je remercie et je salue tout le personnel du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables pour leur contribution à améliorer d'une façon générale la santé financière du secteur. Et je voudrais rassurer donc tous nos concitoyens que tout est mis en œuvre afin, dans les années à venir, de continuer à développer ce secteur, à permettre à ce secteur de produire de l'électricité, source de vie à plus de nos populations, et le tout à un coût qui permet à ce pays à la fois de se développer, mais également à nos populations d'accéder à un service qui est nécessaire à leur bien-être. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on a le vice à nous pour parler d'énergie, pour parler d'électricité. À la préparation de cette émission, un auteur nous a demandé au ministre du Pétrole et de l'Énergie de nous expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire vend l'électricité à l'extérieur, pendant que l'ensemble du territoire n'est pas totalement couvert. Est-ce que c'est exact? Alors, les deux ne sont pas incompatibles. D'accord. Les deux ne sont pas incompatibles. D'abord, il faut voir comment ce secteur de l'électricité se positionne dans la vision du président de la République et dans l'intégration régionale. La Côte d'Ivoire bénéficie depuis des années d'infrastructures qui lui permettent de produire à un coût compétitif et de transporter cette électricité dans la sous-région. La stratégie dans le secteur de l'électricité, en ligne encore une fois avec la vision du président de la République dans la sous-région, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'une de nos responsabilités ou l'un de nos objectifs, c'est de fournir de l'électricité, donc un service avec une valeur ajoutée, à des pays de la sous-région, faisant bénéficier par rapport à ces pays, très souvent qui sont des pays enclavés, la possibilité que nous on a d'avoir accès à des sources d'énergie, soit par rapport au gaz, le fait qu'on ait un port et donc qu'on puisse, ou des ressources offshore qui permettent donc d'alimenter nos centrales, et donc de délivrer aux pays de la sous-région un service avec de la valeur ajoutée. Maintenant, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, le facteur limitant dans le secteur de l'électricité, ce n'est pas simplement la production, mais c'est l'accès des populations au réseau, et ensuite la distribution de l'électricité. Donc c'est vrai que toute la Côte d'Ivoire n'est pas alimentée en électricité, mais ce n'est pas du fait du manque de capacité de production, c'est du fait du manque de capacité de distribution. Donc les ventes à l'export sont des ventes qui nous rapportent de l'argent et qui permettent au secteur de l'électricité d'utiliser une partie des bénéfices des ventes à l'export pour le développement du réseau national. Donc, ces ventes à l'export constituent un élément supplémentaire de santé financière au secteur de l'électricité et il faut les encourager. C'est à la fois important pour la santé financière du secteur, mais également c'est important pour le développement de la sous-région. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire croît, ou que les pays de la sous-région sont également en forte croissance, c'est tout le marché de la sous-région qui est en croissance, et ça c'est bénéfique pour les petites et moyennes entreprises ivoiriennes qui de plus en plus vont pouvoir vendre aussi leurs produits qu'elles produisent avec l'électricité nationale dans la sous-région. Donc c'est permettre en fait à nos industries également d'être plus compétitives et d'avoir dans la sous-région d'autres industries qui, grâce à notre électricité, vont consommer certains de leurs produits. Une dernière question à l'avant. Monsieur le ministre, au terme de cette émission, dans votre secteur du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, quelles sont les perspectives? Les perspectives sont bonnes. Je pense que les perspectives sont très bonnes. Comme je l'ai dit, on est en train vraiment de travailler sur le secteur de l'électricité par rapport à sa santé financière. Nous sommes dans une grosse opération de refinancement du secteur avec l'appui de notre partenaire la Banque mondiale. Ce refinancement va nous permettre de dégager des ressources qui vont permettre une meilleure restructuration du secteur tel que l'on l'envisage. Je pense que l'évolution technologique nous permet
de faire des grandes avancées en matière de production, mais également en matière de suivi sur les réseaux et donc d'amélioration du rendement d'une façon générale du secteur. Je suis content de voir que le programme d'électrification pour tous continue et touche de plus en plus d'abonnés. Je suis content que la mise en place de ce fonds PEPT nous permette d'attirer encore plus de ressources et donc de connecter encore plus d'Ivoiriens. Et je suis content de voir les avancées qui ont été faites en matière d'énergie renouvelable et de discussion d'une façon générale avec nos partenaires au développement. Et pour ça, je pense qu'il faut remercier à la fois le président de la République et le Premier ministre pour les ressources qui ont été mises à disposition du secteur, des priorités qui ont été mises au niveau du secteur, d'avoir permis, par exemple, cette année, une grande opération qu'on a effectuée, si vous n'avez peut-être pas remarqué l'année dernière, ça a été la restructuration de Côte d'Ivoire Énergie, qui aujourd'hui est une entreprise où tous les actifs du secteur se retrouvent, et qui a permis également à Côte d'Ivoire Énergie de commencer à produire sa propre électricité qu'elle vend également à la Côte d'Ivoire par le Soubré. Donc Soubré est aujourd'hui opéré par Côte d'Ivoire Énergie. Et ça va permettre encore une fois de continuer à former des cadres dans le secteur et d'avoir une expertise dans un domaine très important. Et je suis sûr que très tôt, avant que vous ne puissiez l'imaginer, la Côte d'Ivoire va commencer à également exporter son expertise dans ce secteur, tant au niveau de la maintenance et de la mise en place des réseaux que de la production énergétique. Donc, de très très belles perspectives. Je suis content également de voir l'enthousiasme avec lequel l'ensemble de l'équipe du secteur travaille à remplir cette mission, qui n'est pas une mission facile. Et encore une fois, l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui, c'est de tous les remercier et de tous les féliciter pour le travail qui est fait. Nous avons fait énormément de choses au cours de ces dernières années, et c'est vraiment grâce à un personnel, une équipe extrêmement dédiée, dont je suis extrêmement fier. Voilà. Alors l'ambition reste la même, hein, c'est faire de la Côte d'Ivoire un banc d'électricité, vous l'avez dit. Le dernier mot vous appartient. La Côte d'Ivoire, encore une fois, bénéficie de nombreux atouts, hein, tant au niveau de ses infrastructures que de sa localisation géographique, avec un port et des infrastructures qui lui permettent de développer son secteur énergétique. Nous allons continuer à travailler afin de développer notre capacité de production, d'améliorer le rendement du secteur et de permettre à de plus en plus d'Ivoiriens, à travers des solutions classiques ou des solutions innovantes, d'avoir accès à l'électricité pour leur bien-être, mais également pour le développement économique de nos industries, de nos planteurs et de tous ceux qui nécessitent de l'électricité dans l'exercice de leurs fonctions, professions, commerce. Nous allons continuer à le faire en ayant pour vision de rendre justement la Côte d'Ivoire hub énergétique, c'est-à-dire une source également d'énergie pour tous les pays de la sous-région. Et donc, il faut continuer à encourager la Côte d'Ivoire et ce secteur à se tourner également vers l'extérieur, parce que l'exportation d'électricité est avant tout l'exportation d'un service de qualité avec une valeur ajoutée qui rapporte des ressources à ce pays comme n'importe quelle autre exportation. Donc, on va commencer à exporter notre électricité, continuer à le faire, contribuer encore une fois au développement économique également de la sous-région et de ce fait continuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. In fine, ce que fait ce département se fait à l'attention de l'ensemble des Ivoiriens, de l'ensemble du secteur public et privé ivoirien, à la fois pour rendre la Côte d'Ivoire plus compétitive, mais également pour permettre un meilleur environnement de vie sociale pour l'ensemble de nos populations. Et je salue encore une fois, une dernière fois, l'ensemble de mes collaborateurs au ministère. Je vous remercie. Infiniment merci, monsieur le ministre Thierry Tano. Je rappelle que vous êtes ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Merci pour cet éclairage qui, nous osons espérer, permettra à nos populations d'être au même niveau d'information. On a ouvert avec vous, monsieur Sidi Tchemoko Touré, monsieur le ministre. Le gouvernement est-il sur la bonne voie? Vous me permettez de remercier le ministre Thierry Tano qui, avec pédagogie, a essayé de nous expliquer
en des mots assez accessibles, ce secteur assez complexe. Et moi, j'en ai appris personnellement à titre individuel. Et votre question, le gouvernement est sur la bonne voie, mais pas exclusivement sur l'électricité, mais sur la bonne voie pour l'amélioration des conditions de tous les concitoyens. C'est de plus en plus une réalité. Donc il faut que la population fasse confiance au gouvernement, fasse confiance au président Ouattara. Le cap, il est donné et l'ensemble du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Amadou Koulibaly, est à la tâche. Bientôt, nous reviendrons bien sûr avec tous les mêmes partenaires ici présents, avec un autre sujet en lien avec le social au cœur de l'action du gouvernement. Donc vous me permettrez aussi de remercier la direction du porte-parole, de remercier le CICG dont les dirigeants sont ici, de remercier bien sûr la direction de Radio Côte d'Ivoire et le personnel, sans oublier AIT et tous ceux qui ont contribué à la bonne réalisation de cette émission. Merci aussi à AIT, merci à Daman Bakako, merci à Yaoub. Merci Papi. Infiniment merci à vous, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs, on s'arrête ici. Dimanche prochain, un autre sujet. Merci de nous avoir suivis.